Bonsoir à tous, bienvenue sur TC Alsace. Alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur une série d'accidents pour essayer d'un peu comprendre comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé dans ces différentes situations, notamment celle-là qui m'a, j'avoue, intrigué un peu, parce que quand on regarde comme ça, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi la voiture part en survirage malgré ensuite les actions du conducteur et à une vitesse qui semble a priori au départ assez faible, mais en fait on va voir que c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? On a donc une Model 3 qui part en survirage sous la pluie à une vitesse de 70 miles per hour. Alors si vous regardez bien d'abord, le conducteur, une fois que ça part en survirage, braque à fond à droite, hein, on le voit avec le petit icône du volant en bas à droite de l'écran, et malgré ça, vous allez voir pourtant il est assez réactif, malgré ça la voiture elle part en tête à queue. Bien. Et on peut voir aussi après que il va freiner, on ne sait pas à quel point, mais je pense qu'il a dû freiner très fort. Alors le premier point, c'est qu'avant que la voiture parte en tête à queue, vous voyez, il a pression sur la pédale, où le pourcentage d'accélération est de 23,2%, et il décélère un tout petit peu. Avant le tête à queue, on voit que la pression sur la pédale diminue. Par contre, il ne freine pas et il n'y a pas non plus de régénération au niveau du moteur. Deuxième point important, il n'est pas en autopilote ni en maintien dans la voie au régulateur de vitesse, il est en conduite manuelle. Après, si on revoit la vidéo une troisième fois, vous allez voir que en fait, on n'a pas l'impression qu'il y a une accumulation d'eau précise à cet endroit-là, mais en théorie, si. Hein, j'ai vu des commentaires sur Twitter qui disent que cette autoroute, à ce niveau-là notamment, il y a pas mal d'accumulation d'eau. Donc concrètement, la cause la plus probable, c'est évidemment un aquaplaning avec des pneus probablement en très très mauvaise santé. Alors ce qu'on ne sait pas si c'est un aquaplaning complet, hein, parce que peut-être que les roues avant aussi, il a perdu la motricité. C'est pour ça que malgré le fait qu'il tourne le volant à fond à droite, ça reprend pas la trajectoire. Et honnêtement, ça m'est arrivé moi aussi en voiture malheureusement, et j'ai l'arrière qui est parti, j'ai contrebraqué, mais ça n'a rien fait, j'ai quand même pris le muret à gauche. Alors une information que je vous ai pas donnée à l'heure actuelle qui peut faire aussi une différence, c'est que c'est une SR+. En tout cas, c'est une propulsion. Ce n'est pas une long range. Ce qui veut dire concrètement que, alors je peux pas m'avancer, mais sur une long range, l'ESP peut-être aurait pu remettre de la traction à l'avant, notamment à la roue avant droite, pour maintenir la voiture en ligne. Sachant que généralement, quand on a un dérapage entre guillemets, on dit généralement qu'il faut garder le volant dans la trajectoire de la route pour que le système comprenne vers quelle direction l'ESP doit ajuster les roues, la puissance et le freinage pour garder la bonne trajectoire. Or là, évidemment, on ne peut pas mettre de la motricité sur les roues avant puisque c'est une propulsion, mais encore une fois, s'il y a un aquaplaning des 4 roues, ça n'aurait probablement rien changé. En tout cas, c'est quand même intéressant de voir la vitesse à laquelle l'arrière part. Et vu la masse du véhicule, que le conducteur ne peut absolument rien faire, hein, et que le SP non plus d'ailleurs. Et ça justifie aussi d'une certaine façon de mettre les pneus neufs à l'arrière, hein, puisque là, la voiture part de l'arrière, mais comme je l'ai dit, on peut pas être sûr à 100% que les 4 roues n'aient pas été en aquaplaning. Il aurait vraiment fallu en fait qu'ils gardent le volant parfaitement droit pour pas que l'arrière parte en théorie, mais enfin ça c'est la théorie, en pratique c'est beaucoup plus compliqué. Alors ça c'est l'autre accident effroyable que Green The Only a montré aussi sur sur Twitter. Alors a priori il n'y a pas de blessés graves ni de morts heureusement, donc c'est pour ça que je me permets de mettre la vidéo pour essayer de comprendre un peu comment ça a pu arriver, puisqu'il y a pas mal de spéculations sur internet. Alors tout d'abord évidemment l'autopilote entre guillemets, vu la vitesse de la voiture, n'était pas activé, en tout cas pour en tant que tel, puisqu'en théorie il se désactive au-dessus de 150 km/h. Or là la voiture elle est à plus de 150, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'en fait quand vous allez à plus de 150, et là le Green Only a montré avec les paramètres de la voiture que probablement, sûrement même, la personne s'était endormie ou a fait un malaise et donc ne tenait plus le volant, donc l'alarme s'est mise en route. Mais le problème, c'est que quand l'alarme se met en route, et donc vous ne tenez plus le volant, évidemment la voiture garde la ligne, parce que vous n'allez pas aller à droite à gauche, donc la voiture doit ralentir,
et pour s'arrêter et garder la ligne. Et là, le gros problème, c'est qu'en fait, a priori, le conducteur avait le pied qui n'a cessé d'appuyer sur l'accélérateur. Et donc, dans ce cas précis, même si la voiture voit la voiture qui s'approche et donc en théorie devrait ralentir toute seule, si vous maintenez le pied appuyé sur l'accélérateur, ben, la voiture ne prend pas le contrôle par-dessus vous. Donc c'est ce que la question que posait Green the Only sur Twitter, qui est une bonne question en fait. À partir du moment où vous ne tenez plus du tout le volant, qu'est-ce que la voiture doit faire? Est-ce qu'elle doit prendre aussi le contrôle de l'accélérateur s'il y a un obstacle qui se présente devant? C'est une bonne question, mais ça montre aussi évidemment les limites du système. Et c'est ce que dit la Green the Only sur Twitter, et on voit l'état de la Honda au-dessus, qui est assez effroyable. Donc un accident terrible qui montre aussi que bah voilà, que ça soit en termes d'aquaplaning ou si vous maintenez le pied appuyé sur l'accélérateur à fond, les lois de la physique elles s'appliquent toujours, et le système de conduite autonome de la voiture pour l'instant ne permet pas de reprendre la main dans de telles circonstances. Alors pour continuer dans la série des accidents assez intéressants aussi, c'est une voiture qui est sortie de la route à très haute vitesse avec un impact effroyable. Alors la personne a réussi à s'échapper de la voiture, à partir en courant, mais la voiture est détruite. Et là, l'autre problème qui s'est passé en fait, c'est que la structure de la batterie n'a pas tenu. On le voit d'ailleurs, la voiture est pliée en deux sur le côté là. Et il y a des morceaux de batterie qui sont allés se retrouver dans une maison, dont un module sur le canapé, enfin c'est drôle sans lettre, et puis un autre module qui est tombé dans une chambre et qui a mis feu à la couverture, parce que évidemment la batterie était très chaude. Et puis donc on voit un peu en dessous aussi les gens qui récupèrent les modules dans le sol et qui les mettent dans un seau d'eau pour les refroidir. Donc là ça pose un autre problème, c'est que là en cas de choc vraiment latéral qui détruit on dirait la structure latérale qui maintient la batterie, il y a un risque évidemment que les modules s'échappent, comme dans ce cas-là, mais bon, ça reste quand même un cas exceptionnel, au même titre qu'une voiture thermique peut prendre feu ou être coupée en deux aussi lors d'un accident d'une telle gravité. Donc là, si je me souviens bien, le véhicule est sorti de la route à plus de 100 miles per hour, et puis les cas de traités, vous savez, par les autorités de sécurité pour les chocs latéraux, je crois que c'est jusqu'à 60-65 km/h, donc évidemment ça fait une grosse différence en termes d'impact latéral, et aucune voiture peut résister à un tel impact. Alors pour finir sur une bonne note, c'est que dans les jours qui viennent, le FSD Beta va encore s'améliorer aux États-Unis de manière significative, donc franchement maintenant c'est très frustrant de notre côté, parce que quand on voit les vidéos déjà qui se font, qui sont assez on va dire positive en termes de conduite autonome en Californie, je crois que c'est là où se font les tests. Là, si on franchit encore une étape, voilà, on va être de l'autre côté en Europe, à attendre d'avoir des autorisations, mais bon, je pense qu'on va entendre encore longtemps. En tout cas, si ça peut avoir un impact sur la conduite de niveau 2, que ce soit pour les freinages fantômes évidemment, parce que c'est la chose qui m'intéresse en premier, et puis aussi pour le contrôle de trajectoire, notamment sur les routes, pourquoi pas, je pense que ça pourrait être que bénéfique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, n'hésitez pas à laisser des questions, des pouces bleus, utilisez mon lien de parrainage si le cœur vous en dit, et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.